ce qu'on fait, ça fonctionne. Et on nous disait qu'il n'y avait rien à faire, qu'il ne respirait pas par lui-même, il respire, qu'il ne pourrait pas parler, il dit des mots, qu'il ne reconnaîtrait rien, qu'il serait un légume dans le lit, ben, on fait des farcieries, il nous suit, on est capable de le mettre debout, il se tient debout. Les médecins m'ont dit vendredi, écoute, il se tient debout, on n'en revient pas. Puis on voulait débrancher cet enfant-là. À combien d'autres parents c'est arrivé? Combien d'autres familles, leurs parents, leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, leurs cousines, c'est arrivé? Nicolas Tétrault s'est fait connaître du public comme politicien. Il a commencé très jeune sa carrière, à l'âge de 17 ans. Mais depuis un an, il se fait surtout connaître du public parce qu'il prend position dans la sphère publique. Il parle de la tragédie qu'il a vécue, lui et sa famille, en octobre 2024, quand son fils de 2 ans est tombé dans la piscine et s'est noyé. Il a réussi, avec les services médicaux, à le ramener à la vie. Mais malheureusement, au Québec, après quelques semaines, on lui a dit qu'il fallait le débrancher, qu'il n'y avait plus rien à faire avec la vie de son petit Arthur. On peut imaginer le drame que ça représente pour un parent. Ils ont décidé de se battre, ils ont décidé d'amener leur enfant aux États-Unis et soudainement, on s'est mis à voir la santé d'Arthur reprendre du mieux. Et maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il dénonce le système de santé québécois. Il en a long à dire sur le sujet. Nicolas Tétrault, bonjour. Bonjour. Je te reçois, tu es quelqu'un qui a quand même un bagage de vie impressionnant. Tu as travaillé à la Ville de Montréal pour Projet Montréal, mais pourquoi on te connaît particulièrement depuis un an? C'est que tu as vécu une tragédie, puis tu as décidé de parler publiquement de ce que tu vivais, tu as dénoncé des choses publiquement. C'est de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Ton fils s'est noyé l'année dernière, en octobre 2024, si je ne m'abuse. Oui, exact. Peux-tu nous raconter un petit peu ce que tu as vécu pour ceux qui ne sont pas familiers avec ton histoire? Oui, je vais juste corriger ton introduction. En fait, j'ai été élu avec Équipe Bourque, Vision Montréal, à la Ville de Montréal, dans le temps de Une île, une ville. C'était une élection référendaire où on fusionnait la ville. Okay. Et j'ai commencé ma première élection à l'âge de 19 ans. J'étais le plus jeune de l'histoire du Québec. Wow. Je suis devenu conseiller du premier ministre Jacques Parizeau à l'âge de 19 ans. Et j'ai été candidat à une élection fédérale. Et voilà, ça ressemble à ça. Donc la politique, c'est ta tasse de thé, là. J'ai fait un bac puis une maîtrise là-dedans, un certificat en politique européenne à Lyon, aussi en France, où j'ai été assistant des professeurs. Ma passion, ça a toujours été la compréhension de la société, d'aller au-delà des nouvelles qu'on nous sert, qui sont parfois romancées. C'est d'être poli, c'est un petit peu... donc, il faut en prendre et en laisser. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait des formations avec les services secrets de différents pays, juste pour apprendre comment fonctionne la société dans les faits, pas juste théoriquement. Tu as fait ces formations-là quand tu étais en service là, comme politicien? Non, pour le plaisir de la chose. Okay. Je n'ai jamais été payé par une agence de sécurité nationale. Tu vois, je quitte le 9 novembre pour aller en Israël. J'ai une formation d'1 semaine avec les services secrets israéliens, le Mossad. Donc, pour parfaire ma connaissance, si tu veux, du monde, établir un réseau supranational. Donc, j'ai des contacts partout sur la planète. Comment ces contacts-là sont venus dans ta vie? Ils sont venus par mon désir. Ça a commencé à 19 ans, après une première élection. Quand tu es le plus jeune au Québec, puis que tu as des... J'ai commencé, en fait, à 17 ans à faire des débats télévisés partout au Québec, puis à la radio. Donc, je me suis attiré le regard de tout le monde. C'est qui, ce petit gars-là qui vient pas de parents qui sont en politique? Et des gens sont apparus dans ma vie, comme les services secrets canadiens, le SCRS, Daniel Fortin, pour ne pas le nommer. Là, je peux le nommer, il a pris sa retraite, qui est devenu un de mes bons amis. Puis quand tu es jeune, puis que tu prends beaucoup de place, et en plus, à l'époque, j'étais vraiment souverainiste, candidat du Parti québécois, mais un souverainiste inclusif. Tu te crées tout un réseau de gens, l'attention, puis tu deviens comme sur une watch list, une liste de vérification constante, autant du Canada que les États-Unis. Puis j'ai développé un réseau par le fait même, là, au fil du temps. Ils ont vu que je n'étais pas un radical débile qui allait prendre des fusils et qui allait faire sauter l'Assemblée nationale. Ils se sont dit, peut-être qu'on est mieux de le garder de notre bord, travailler, bâtir une relation. Fait qu'au fil du temps, tu accumules tes relations, gouvernement canadien, services secrets canadiens, américains, israéliens, indiens, allemands. Tu développes un réseau international. Quand tu as besoin de quelque chose, c'est pratique. Quand il a fallu qu'on sorte Arthur du Québec, où l'hôpital voulait le débrancher, on va revenir là-dessus, j'ai pu appeler quelques personnes et mettre une pression énorme sur le système
En plus du fait qu'il y a comme 125 000 personnes qui me suivent sur les médias sociaux. Donc, si tu n'avais pas été dans cette position-là, tu étais déjà dans une position où tu pouvais te permettre de mettre cette pression-là. Tu sais, je pense qu'un autre parent aurait peut-être pas eu les moyens que tu as eus. Et c'est ça la malchance, et c'est pour ça que je suis allé publiquement vous poser la bonne question et le bon constat. Moralement, éthiquement, j'ai vu d'autres parents baisser les bras, abdiquer. Alors, sans être médecin, je ne peux pas juger de ce que l'hôpital Montreal Children, dans notre cas, fait ou ne fait pas pour certains parents. Mais il est évident que dans notre cas, il y a eu beaucoup de lacunes et avec plusieurs autres options et qui n'ont pas été explorées, même pas regardées ou envisagées par l'hôpital. C'était une fin de non-recevoir. Alors qu'on devait débrancher Arthur, qui s'est noyé le 8 octobre. On devait le débrancher après 7 semaines à Montréal. Le 29 novembre, ça aurait été sa mort programmée. On l'a envoyé aux États-Unis envers et contre tous. Et après 5 semaines, il est sorti de l'hôpital aux États-Unis. C'est pour vous dire qu'on a un sapristi de problème en restant poli au Québec. Oui, c'est très bien dit. C'est gentil. Est-ce que tu veux nous prendre du début? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi l'accident? Donc, je reviens sur le début. Le 8 octobre, on a 6 enfants. Mélissa, d'un premier mariage, elle a eu 2 enfants. Samantha et Max. Et moi, d'un premier mariage, j'ai eu William et Olivia. Ensemble, nous avons eu Henri, puis Arthur. Arthur qui était le plus jeune. Henri, à quel âge? Henri a 5 ans aujourd'hui. OK. Pauvre Henri a été trimballé Canada, États-Unis, Louisiane, Mexique, il est revenu ici. Donc, tout ça pour dire que c'était une journée pluvieuse, très, très froide. Et souvent, les enfants ont des activités parascolaires. Samantha avait un cours de volleyball après l'école. Mélissa devait aller la chercher. Puis moi, je suis allé chercher William et Olivia. J'étais seul à la maison depuis 3 heures, 2 heures, 3 heures. J'avais fait un peu de ménage, mais j'avais la garde de mes enfants. Quand Mélissa est arrivée avec Arthur, Max et Henri, elle n'avait pas Samantha parce qu'elle avait des cours de volleyball. Ça fait que il fallait que j'aille chercher Samantha après 30 ou 40 minutes, mais dans l'entrecroisement des parents, Mélissa devait y aller. Je dis non, je vais y aller, tu peux rester en dedans. Arthur s'est glissé dans une porte, on ne sait pas trop laquelle, puis il est sorti, puis il est allé se lancer dans la piscine. Qui n'avait pas de périmètre. Qui n'était pas clôturée. Mais quand on a vendu notre maison, on avait comme seule condition dans notre bail que la propriétaire, qui est une avocate, Rita Méné, M-E-N-N-E-H, avocate en droit immobilier, mais qu'on a dit, elle sait de quoi elle parle, elle signe un contrat, elle va respecter son contrat. Donc, on a signé une promesse de location avec le formulaire de l'Ordre des courtiers immobiliers. Ensuite, on a signé le bail avec la Régie du logement. Et dans les 2 documents, c'était marqué noir sur blanc qu'il s'engageait à clôturer la piscine, qui était notre seule condition. C'est comme si, de façon prémonitoire, on le savait à l'avance. C'est sûr que c'est stressant. C'est une piscine creusée. Oui. Une piscine creusée, pas de périmètre de sécurité. Moi, ça m'angoisse. Ça m'angoissait déjà, puis j'avais vraiment mis mon point sur la table que ça devait être une condition sine qua non du bail qu'elle a accepté dans tous les documents. Puis quand elle avait jusqu'au 1er juin pour le faire 2024, et quand est venu le temps de le faire, elle ne l'a jamais fait. Puis on l'a appelé, on lui a envoyé des mises en demeure, on est allé voir la ville lui a envoyé des mises en demeure. Mais comme avocat, des fois, c'est moins cher te défendre que de payer une clôture de 20 ou 25 000 $, vous comprenez? Ouais. Qu'elle s'est dit, au pire... Tu penses que c'était ça? Ben là, j'imagine que tu sais pas, là. 100% que c'était ça. À 100% que c'était ça. Parce qu'elle n'avait pas les liquidités, je crois. Parce que si on regarde l'immeuble, il y a 3 hypothèques. C'est public, hein? C'est pas une information privilégiée. Au registre foncier du Québec, qui est public, ça coûte 1 $. Vous voyez qu'il y a une hypothèque de premier rang avec une banque, une hypothèque privée de 2e rang, puis les hypothèques privées coûtent très, très cher, et une hypothèque privée de 3e rang. Donc, elle devait être étouffée par des paiements. Elle nous a comme dit, poursuivez-moi, ça va me coûter moins cher que d'installer la piscine. Pardon? Que d'installer la clôture. La clôture autour de la piscine, exactement, pardon. Exact. Fait qu'elle l'a pas fait. Puis cette journée d'octobre-là, tu sais, c'est difficile d'être parfait tout le temps. Le téléphone, les enfants, papa ci, papa ça, maman va chercher l'enfant pour le volleyball. Puis Arthur s'est noyé. Puis à ce moment-là, tu es tout seul quand ça arrive. Tu es le papa en charge de la maisonnée ou là, ta femme est là? Quand je suis revenu, Mélissa, je suis revenu, puis on a constaté comme 5 ou 10 minutes après qu'il n'était pas là. Il est où, le bébé? Il s'est probablement noyé pendant 15 ou 20 minutes. Il était dans la piscine. Et il était froid, il était décédé. Là, c'est toi qui l'as trouvé? C'est Max qui l'a trouvé. Il flottait Max, dans l'eau. Max avait 15 ans à l'époque, là, il a 16 ans aujourd'hui.
la peau blanche, 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 Oh comme mon une Dieu, ça a été feuille, épouvantable. les lèvres noires, les yeux noirs, les doigts noirs. C'est absolument épouvantable parce que j'adore mes enfants, puis il n'y a rien que je ne ferais pas pour mes enfants. Puis ma femme aussi, c'est la seule raison de vivre que j'ai, c'est ma famille. Mm. Fait que ça a été extrêmement difficile de voir ça. Puis ma mère, encore une fois, c'est bizarre la vie comment elle est. C'est comme si tout est prévu, prémonitoire, tout, c'est comme ta voie est tracée. Mhm. Puis malgré mes 6 années d'études universitaires où on veut être pragmatique, dogmatique, empiriste, logique, Rationnel. on se rend compte rationnel que tout est... Moi, je pense que toute notre voie, elle est pavée d'avance. Puis ma mère, elle incitait toute ma jeunesse, va faire tes cours de sauveteur national pour être lifeguard dans les piscines, Mhm. sauveteur de piscine, vas-y, vas-y, vas-y. J'ai fait 5 ans d'études, j'en ai trop fait là-dessus. J'étais formateur même des lifeguards. Fait que quand ça t'arrive, t'es préparé. Tu savais quoi faire. Je savais quoi Donc, faire. Je peux le faire pour vous, pour vos enfants. Là. Je le sais parfaitement c'était pas quoi faire. oublié, c'était pas... Je peux même pas si ça fait oublier ça, longtemps. là. Je l'ai fait pendant 5 ans. C'est impossible. Même sur un petit bébé, on dirait que c'est ceux-là que j'avais le plus de misère quand je faisais mon cours de RCR, tu sais, le petit... Mais c'était mon quand petit. c'est ton enfant, puis moi, je me suis dit, il était mort, le petit. Là. Je me suis dit dans ma tête, C'est logiquement, il n'y a aucune chance qu'il revienne. Il est froid, déjà la peau. Puis là, j'essaie de... Je l'ai mis, mais tu sais, les muscles, tout le monde, c'est flasque, hein? Il n'y a pas de tonus musculaire. Là. J'essaie de ne pas briser l'enfant. Puis j'essaie de mettre de l'air dans sa bouche. Le pauvre petit Arthur, c'était plein d'eau. J'ai vidé ses poumons. Je savais tout comment faire. Puis là, j'ai commencé à faire le bouche à bouche, puis après le massage cardiaque, puis de longues minutes interminables avant que les pompiers, les ambulanciers viennent, qui ont pris le relais. Mais je te jure que j'ai jamais prié autant de ma vie Mhm. en si peu de temps. Mhm. Puis je Tu t'en répétais, remettais à Dieu dans ta tête? t'as pas le choix. Il n'y a Mhm. aucune autre option Mhm. logique. J'ai vu des gens morts dans ma vie. Je fais des formations de fous, là. Il était mort, le petit, là. Mhm. Je suis pas un idiot du village, crois-moi. Mhm. Il était mort. Il n'y avait aucune chance. Puis, je priais, je dis, mon Dieu, je vais vous donner ma vie, je vais vous donner ma vie. Prenez ma vie en échange. Tuez-moi, je m'en fous. Sauvez mon petit Arthur. Puis mon père, la même journée, priait la même chose. Donnez ma vie pour sauver mon petit garçon, mon père, Michel Tétrault. Puis, ce qu'on a fait, après 72 minutes entre l'arrivée des ambulanciers et plus les autres minutes qui étaient dans la piscine, qu'on ne sait pas si On c'est sait pas 8, exactement. 15, 20, mais au moins 15-20 parce qu'il était froid, je pense. Mais l'eau, il faisait 3 degrés cette journée-là. Et Ouais. je sais pas pourquoi il est allé se pitcher dans la piscine. Non, c'est esti, drôle, je hein? C'est comprends tellement dur pas. à raconter. Qu'est-ce Je qui l'a sais- attiré là-dedans? Ouais, puis je c'est pas le sais premier pas. enfant qui Écoute, est je sais pas. attiré. Je veux même pas dire toutes les théories du complot qu'on nous a dit, là. Mais On peut en avoir sur toutes, finalement, des théories du complot. parce que souvent, c'est pas nous les complotistes, on expose le complot. Exact. Alors moi, je pense que c'est les théories qui exposent le complot dont on est victime. Donc, c'est pour ça qu'on doit appeler ça vraiment... on n'est pas des complotistes, on expose le complot. Et, Donc, tu ou disais le les plan de 72 match. minutes. Ouais, donc il y a un pouls ils ont réussi à ramener un pouls, un miracle incroyable. Ça, c'est un miracle déjà en soi, là. C'est impossible C'est d'habitude. impossible, non, c'est ça. 72 minutes, pas de pouls. Trouvez-moi sur Internet des gens, là, vous allez en trouver peut-être quelques contre-exemples. Là. Ouais. Mais d'habitude, déjà, les ambulanciers auraient baissé les bras. C'est ça. Que l'hôpital Pointe-Claire, Lakeshore, ont fait un travail extraordinaire, cet hôpital-là. L'urgence, 100%, je leur dois la vie d'Arthur. Mhm. Ils ont ramené Arthur. Et c'était incroyable. Après, ils l'ont amené à l'hôpital. Je t'interromps, mais Allez-y. Oui. t'as fait le bouche à bouche en attendant les Bouche à ambulanciers. bouche, le massage Eux, cardiaque. quand ils sont arrivés, ils ont continué Ouais, le massage cardiaque. Oui, parce Ok. que c'est comme ça que ça fonctionne, mais je le faisais très, très bien. Je faisais attention de le faire assez pour ne pas défoncer sa cage C'est sûr. thoracique aussi, Ouais. parce que 37 livres, 240 livres, Ouais. il faut faire attention avec parcimonie, mais il faut que ça Ouais. fonctionne aussi. Ouais. Fait que l'équilibre n'est pas évident de Non. compresser la cage thoracique puis tout défoncer. Puis donc, l'eau est sortie des poumons. Je l'ai sorti, là. Tu Je l'ai l'as mis sur le sorti. côté, j'ai rentré ses doigts, j'ai poussé ses poumons, j'ai sorti l'eau. Là, Je ensuite, faisais ils le l'ont bouche à bouche, amené. il sentait encore le yop qu'il avait bu avant. Évidemment. J'ai encore l'odeur dans ma bouche. Là. Tu vas sûrement l'avoir toute ta vie en plus. C'est Exactement. traumatisant comme expérience. Ouais. Ensuite, là, ils ont continué. J'imagine que le protocole, c'est qu'ils ne peuvent pas arrêter tant qu'il n'y a pas un médecin qui dit arrêtez de faire le. C'est quand qu'ils arrêtent? J'imagine, mais principe? c'est l'urgence qui disent écoutez, M. Détron, on a tout essayé, Ouais. ou
ils ont rétabli un pouls, puis là, les gens priaient dans le corridor. Je ne sais pas comment, pourquoi ils ont travaillé aussi longtemps, mais je les en remercie. OK. Fait qu'Arthur a déjà commencé à aller mieux. Le lendemain, il surrespirait le ventilateur. Donc ça, c'est le premier élément un jour, quand je vais aller à la cour, si j'y vais, qui démontre que l'enfant avait déjà repris là, comme beaucoup d'aplomb. Il n'avait pas besoin à 100% du Il respirateur. n'en Il avait pas était capable besoin de le respirer lendemain, par mais eux, lui-même. ils l'ont mis. OK? Puis je t'explique des technicalités qui vont être expliquées à la cour. Mais quand on entube un enfant pour la respiration de force, on y va pas avec parcimonie, délicatesse, gentillesse, on met pas de lubrifiant. Tu comprends? Fait qu'en faisant ça, il paraît que 7 à 8 fois sur 10, on arrache le cartilage, on le disloque ou on le brise, on l'endommage. Et après, ça devient un obstacle parce que c'est peu vascularisé, c'est pas comme de la peau. Ouais. Il y a quelques vaisseaux capillaires, ça peut prendre 10 mois, 12 mois, 18 mois avant que ça redevienne dur. OK. Donc, quand il est endommagé, puis il manque d'oxygène, il devient flasque, il devient très mou, et il vient bloquer l'accès de l'air. Tu respires comme ça. Mais c'est pas que tes poumons sont pas capables, c'est que ton cartilage est à moitié arraché. Je comprends. Et on a demandé, les médecins, on a tout de suite une autre prémonition, on a saisi qu'il fallait prémonition numéro 3, suite à mes cours de lifeguard, de sauvetage, c'est qu'on a tout de suite pensé, c'est bizarre comment la vie vient, là. On a cherché équipe médicale, noyade. Puis ma femme est tombée sur un article qui est comme à la page 32 de Google sur un prof d'université à l'Université d'État de la Louisiane qui a sauvé la vie puis qui a rétabli plein d'enfants qui se sont noyés. Paul G. Harsh, professeur de médecine, puis aussi chercheur en médecine hyperbare dans un État francophone d'origine, la Louisiane. En Louisiane. Ouais. Lui, il n'est pas francophone, par contre. Non, mais il y a des employés qui le sont. Donc, mais il ne l'est pas. C'est là que tu as décidé d'aller vers cet homme-là. Tout de suite, on l'a appelé parce que c'est sa spécialité. Quand c'est pas comme juste de disloquer une épaule ou une fracture du fémur, là, c'est une noyade. C'est un champ d'expertise. C'est la neurologie, c'est tout. Puis tout de suite, on lui a envoyé des vidéos, on lui a envoyé ce qu'il faisait, on le tenait au courant, on envoyait le dossier médical. Tout de suite, il nous a dit « Wow, il surrespire le ventilateur. » Ça veut dire que ça fonctionne. C'est bon signe. C'est très bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de ventilateur. Mais là, s'en est suivi une suite de... J'essaie d'être poli parce que je suis émotif. Une suite de processus médical qui était illogique où par exemple, on lui a administré 14 drogues sur une période de 7 semaines. 14 drogues différentes? Oui, expliquez-moi, Héloïse, même si vous n'êtes pas médecin, pourquoi un enfant qui se noie aurait besoin de 14 drogues différentes? Est-ce qu'on te l'a dit? Ben, l'hôpital américain, on ne comprenne pas. Non, même pourquoi les Américains qui sont bons quand même pour donner des médicaments d'habitude. Je pense qu'ils sont vraiment mieux que nous. Là. Je pense qu'ils n'en donnent pas autant. Je pense que le pire endroit au monde, un des pires endroits, c'est la France et le Québec pour le surdrogage des gens per capita. Si vous faites des recherches, vous allez voir que c'est l'endroit un des top 5 au monde, on donne le plus de médicaments antidépresseurs au monde. On a comme on est bon là-dedans. Ouais. Écoutez, ça n'a aucun sens. C'est une orgie de médicaments. Ça fait partie des choses que tu dénonces donc depuis... Les médecins, 2 équipes de médecins américains indépendants, autonomes, disent que ça n'a aucun sens. Ils n'ont jamais vu un enfant aussi drogué. On a même fait venir un prof de médecine à l'Université de Montréal. Le prof de médecine n'a pas un ticoun, 45 ans, qui travaille à l'hôpital pour enfants Sainte-Justine, qui est venu undercover sous le couvert de l'anonymat. À ta demande? Bien sûr, à ma demande. Je te conseille du premier ministre du Québec. Oui, mais je pousse, là. Je pousse, puis j'ai du pouvoir derrière moi. Donc, il est allé undercover. Il est venu très gentiment à l'hôpital, puis d'autres médecins sont venus aussi undercover. Ça va être exposé publiquement bientôt, mais il l'a dit lui-même dans la presse. Donc, tu peux le dire aujourd'hui. Je peux vous le dire avec grand plaisir à votre micro. Fait qu'il est venu, puis il a dit même à la presse qu'il n'a jamais vu un enfant, ou rarement vu un enfant aussi drogué que ça. Alors, comment l'hôpital ensuite est venu un verdict qu'on ne savait pas? C'est que l'hôpital, unilatéralement, a des pouvoirs énormes. Les hôpitaux, si vos enfants ont 14 ans et moins, ont le droit de décider unilatéralement s'ils débranchent ou non votre enfant. Ce qui est capoté. Attends, je ne suis pas sûre d'avoir compris. L'enfant ou l'hôpital peut choisir? L'hôpital, pardon, je m'excuse. OK. Je vais me faire un autre café. Serveur, un autre café, s'il vous plaît. OK, donc l'hôpital, à partir de 14 ans, peut choisir si 14 ans et moins. Quand votre enfant hospitalisé, pardon, je m'exprime mal, a 14 ans ou moins, l'hôpital, unilatéralement, a le droit de vie ou de mort sur vos enfants.
décide s'il Puis le continue parent les soins n'a ou pas. pas vraiment son Le mot à seul dire. choix que tu as à dire, c'est que tu peux aller en cour supérieure puis demander un jugement pour Oui, mais ça prend t'opposer. des mois Ça avant. prend du temps, ça bloque un peu le processus, mais 8 fois sur 10, on me dit que la cour, qui n'est pas experte en médecine, Tranche en faveur de l'hôpital. tout le temps. Alors, OK. puis ils appellent ça un comité d'éthique et de moralité. Alors, je trouve ça un peu On nomme bizarre. généralement très mal les choses. C'est comme notre plaque, Écoutez, je c'est me des gens souviens. qui travaillent dans le même hôpital, des collègues qui se côtoient chaque jour du même département. Conflit d'intérêt. Ou en Ben tout là, cas. total, là, je veux dire, t'es croisé à tous les jours. Là. Comment tu vas aller à l'encontre de tes collègues? Mhm. Ça marche pas, là. C'est Mhm. un comité corrompu Comment en partant. expliquer? Parce que le médecin qui est allé undercover à l'hôpital a dit qu'il avait rarement vu un enfant aussi drogué. Pourquoi il aurait donné autant de On drogue sait à pas, Arthur? on sait pas. Ils nous ont répété quotidiennement qu'il fallait donner les organes, donner les organes, Ça, donner c'est les quelque organes. chose qu'on vous disait. Là, on vous Ah, parlait ils du nous don lâchaient pas, d'organes. les infirmières, les médecins. Voyons Il donc, vous donner les préparait organes. psychologiquement. Oui, puis les médecins, non, mais c'est comme de la vente, c'est comme un travail de vendeur d'auto-usagers. Là. Dirais-tu qu'ils font de l'argent avec la vente d'organes? Aucune idée. Tu sais pas. Je sais pas c'est quoi les stratagèmes en place, s'il y en a. OK. Possible. Ça vaut combien les organes de Ça l'enfant? doit 5 pas millions, être 3 2 millions? piastres, en tout cas. Ouais, Ouais, ça... plusieurs millions. ouais. Hein? C'est question de survie. Combien vaut votre vie à 10 ans de plus en santé? Combien ça vaut? Je sais pas. On sait pas. Mais les questions méritent d'être posées, du moins. méritent d'être posées, mais je peux pas les accuser parce que j'ai pas de Je preuves. comprends. Mais tout ça pour dire que ce qui était le plus frustrant, Héloïse, c'est qu'on avait des médecins américains de renom, ultra surspécialisés, Ouais. experts en noyade, qui appelaient, qui voulaient... Ils ont fait pression à l'hôpital. Ben oui, mais on les payait pour Ok, qu'ils ok. donnent conseils, qu'ils donnent des Ok. conseils, qu'ils prodiguent des conseils aux médecins Au de Children's l'hôpital. Hospital. Ben, c'est leur spécialité. Puis ils disaient, nous, on a vu des enfants pires que ça, puis ils vont à l'école aujourd'hui, ils sont à la maison. Mais l'hôpital refusait, c'était une fin de non-recevoir de toute Aïe, aïe. demande des médecins américains spécialistes en noyade. Ce qui a fait vraiment mal à Arthur, c'est d'avoir passé 7 semaines, le temps qu'on a perdu à le surdroguer. La première semaine est hyper critique dans le rétablissement de l'enfant. Fait qu'au lieu de faire ce que les médecins américains disaient, ils refusaient tout, ils prenaient même pas l'appel. C'était Non. incroyable, l'incompréhension totale. Il me disait, on n'a rien à apprendre des Américains. Pour vrai, avec Hey, une vous n'avez certaine rien à apprendre arrogance. des Américains. 7 semaines, vous le débranchez. 5 semaines aux États-Unis. Après 7 semaines de dommages, après 5 semaines aux États-Unis, il sort d'hôpital. Vous n'avez Non. rien à apprendre des Américains. Mais l'incompétence, dans notre cas, là, je ne veux pas généraliser, ouais. du Montreal Children pour Arthur, l'incompétence, c'est comme 8, Ouais, ben, 8 t'es sur 10. presque fatal, finalement. C'est fatal parce qu'elle Ouais. est le débrancher. C'est ça. Et il se disait, et c'est ça qui est encore plus stupide pour ceux qui nous écoutent à la maison ou n'importe où, il se disait, Arthur ne réagit pas. Ben tabarnouche, Mais il est bien trop il drogué. reçoit 8 à 10 fois la dose d'un adulte à 37 livres, des doses mortelles et létales. Quel genre- Assez. as-tu une Moi, je lui idée donne de- 10 mg par jour. Oui, j'ai une idée. Non, mais c'est Mettons, quoi, mettons, les drogues qu'on lui Je donnait? donne juste une Valium, par exemple. Ouais. Moi, là, vous êtes quand même 120 Assez livres, vous petite. êtes toute Non, plus petite, petite que ça. mettons. OK, plus petite, mettons 110 livres, 115 livres. Puis, vous disloquez l'épaule, ce qui fait le plus mal. Vraiment, là, c'est horrible. On va vous donner 5 mg de Valium pour vous calmer. Si vous êtes plus costaud, comme votre mari ou moi, on va vous donner peut-être, si l'hôpital veut pousser la note, 10 mg de Valium. Mais sachez que mon fils recevait 40 mg par jour à De Valium. 35 livres, juste de Valium, sans compter les 13 autres cochonneries qu'on lui donnait. Et Aïe, donc, aïe. si vous faites le rapport poids, quantité, âge, c'est complètement hors norme. Puis je suis poli hors norme en voulant C'est dire, très- c'est complètement débile et inacceptable. Absolument. Donc, Puis les médecins, ils endossaient ça. Si tu les confrontais avec ça, je ils pense que endossaient... dans cet hôpital-là, un sérieux problème de communication et de démocratie, je pense que le département des soins intensifs, sans vouloir leur prêter d'attention ni avoir consacré des milliers d'heures d'analyse, Ouais. semble être sous le contrôle excessif peut-être d'une direction où les médecins n'ont pas le droit de parole, mais nous parlaient sous le couvert de l'anonymat discrètement. Il y a comme un régime de militaire en C'est place où étrange. tu peux pas, je pense pas. J'ai parlé à d'autres profs de médecine qui me disent dans les hôpitaux, c'est vraiment hiérarchique dans certains hôpitaux. OK. Puis, Il semblerait que lui, ça c'était dépend ça. c'est qui ton boss. Ton boss est très...
Même pas les Américains, en tout cas. Ouais, Ils c'est en ça. Si ton voulaient. boss est très dirigiste, tu te fermes ta gueule. On Uh-huh. appelle ça en anglais le réflexe de conformité, mais ils appellent ça à l'université. Il y a un nom pour ça parce que c'est un des problèmes des hôpitaux au Canada. Ah Ils ouais. appellent ça peer pressure. C'est après à Uh-huh. l'université, la pression des pairs, de ne pas vouloir aller à l'encontre de l'ordre établi dans une grande structure. On est très fort au Québec dans le peer pressure. En tout cas, on l'a vu dans les Énormément. 5 dernières années. Oui, Et exact. j'en ai Puis on beaucoup le voit parlé. même dans le système politique partisan britannique, qui est la pire cochonnerie qui existe, selon moi, au monde. Puis là, OK, donc là, tu amènes ton fils en Louisiane pendant 5 semaines. Tu as travaillé donc avec le docteur dont tu nous parles, Oui, envers et Louis. contre tous, ils nous ont donné 14 jours pour sortir notre enfant de l'hôpital, mais l'hôpital, Donc, tu as pu le sortir. Tantôt, tu disais qu'il ils fallait voulaient aller en cours pas, supérieure. mais on a mis de la pression. Puis là, ils nous ont dit OK, là, parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur les médias sociaux. Tu étais déjà sur les réseaux sociaux avant cet épisode-là. Bien sûr. Puis Uh-huh. j'avais déjà des millions de vues en tout, si tu additionnes tout. Fait que là, puis j'avais été élu, puis j'avais été conseiller du premier ministre. Fait que là, j'ai comme dit, you want to pick a fight? Si vous voulez une vraie guerre, ben, On va le faire. il va vous la donner, là. Ouais. Puis la pire que vous allez avoir eue de votre vie, là. Je pense qu'ils ont compris le message 5 sur 5. Ils ont eu des appels même de d'autres intervenants que je remercie, que je ne peux pas nommer. Ils ont dit que vous êtes peut-être mieux de trouver un compromis avec Nicolas Tétrault parce que vous allez manger la volée de votre vie. Parfait. Et là, ils nous ont donné 14 jours pour sortir l'enfant, mais ça les faisait royalement chier en bon québécois, c'est évident. Et tous les hôpitaux qu'on appelait, ils transmettaient des informations ultra négatives d'Arthur. C'est Tous comme les si... hôpitaux, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, parce qu'aux États-unis? Parce qu'on doit être accepté. Je peux pas juste le Ah. sortir d'hôpital, je dois l'envoyer dans un autre hôpital, mais Ah, il puis il faut était qu'eux parlent à défaitiste sur son l'hôpital. cas, dans le fond. Défaitiste avec un grand D, un D majuscule. OK. Et c'est comme si tous les dés étaient pipés en notre défaveur. Il fallait que Oh. j'utilise des contacts à Sécurité nationale pour nous ouvrir un hôpital qui nous ont acceptés. Et quand Arthur est arrivé en avion ambulance en Louisiane, l'hôpital a dit, même dans l'avion, parce que c'était des médecins militaires dans notre avion américain, puis on avait des ambulanciers militaires canadiens qui sont venus, qui nous ont escortés hors de l'hôpital, puis ils sont venus à l'hôpital pour sortir Arthur. À vos frais, tout ça, j'imagine. Bien sûr, à nos frais, mais c'était quand même l'armée canadienne puis américaine. Hein. Mhm. Tasse-toi de là. Ouais. Quand l'armée américaine est rentrée dans l'hôpital, les médecins avec les drapeaux américains, t'aurais dû voir les médecins. Ils sont Il y avait cachés juste comme des infirmiers. des souris. Ils sont cachés vraiment c'est comme un film. Là. C'est pas une joke. Là. Wow. Ils ont les plans de l'hôpital, la chambre, ils rentrent, ils savaient tout, où était tout. Ils ont Aïe, ramassé ça devait être assez Arthur. J'ai des spécial. photos pour le prouver. Oui, c'est tellement spécial qu'on a des appels d'Hollywood pour faire deux compagnies d'Hollywood qui veulent faire un film. Comme sur le film avec Arthur. Denzel Washington. Exact, mais on n'a pas fini de réécrire l'histoire. Fait que quand il est arrivé dans l'avion ambulance, ils ont fait des protocoles déjà qui existent pour la noyade aux États-Unis, que ça faisait juste 7 semaines qu'on demandait de faire. Et Arthur, en atterrissant, allait déjà mieux. Parce qu'ils ont suivi un des protocoles qu'on aurait pu administrer dès le jour 1 ou le jour 2, mais ils ont refusé par entêtement idéologique, où on ne sait pas pourquoi, d'administrer des traitements qui fonctionnent pour des gens qui se sont noyés. Et quand Arthur était... Déjà dans l'avion, on dit Arthur est bien moins pire que dans les dossiers C'était quoi le d'hôpital. protocole qu'ils ont appliqué? C'est oxygénation, on monte l'oxygène à 30%, 1 heure par jour le matin, 1 heure par soir, juste avec un simple ventilateur, pas de OK. chambre hyperbare. OK. Et ça fait une énorme différence sur les problèmes neurologiques, sur la gestion de La motricité, la coordination. on appelle ça en anglais... je m'en souviens même plus, j'ai un blanc de mémoire, mais quand c'est un symptôme où quand on a un dommage au cerveau ou quand on a trop administré de médicaments à l'enfant, il y a une contraction involontaire des muscles. Ah, La OK. dystonie en français. OK. Je cherchais le mot en français, désolé. Dystonie. Dystonie, parce qu'aux États-Unis, c'est tout en anglais. Donc, ils ont refusé de faire ça. Ils l'ont fait en avion. Ils l'ont mis à 30% d'oxygène, alors qu'on respire à 21 pendant 2h45 minutes. Quand il est arrivé, il faisait presque plus de dystonie du tout. C'était déjà réglé. Et l'hôpital, l'unité des soins intensifs de l'hôpital Ochsner en Louisiane ont constaté qu'Arthur allait beaucoup mieux que ce qu'eux avaient dit. Ils ont reçu un dossier aussi caviardé en partie. Caviardé? Mais à Ouais, quel mais moi, point? j'ai l'original. Ça Mais va sortir en cours. Mais pourquoi il Caviardé. l'avait caviardé? Ben, je ne sais pas. Pourquoi on cacherait d'informations? Mhm. Et en plus, C'est ils nous avaient bizarre. dit aux parents et à l'hôpital qu'Arthur, son diaphragme était paralysé d'un côté parce qu'il respirait juste d'un côté.
Mais c'est pourquoi qu'il était Parce qu'il était drogué, Ben j'imagine? oui, il était surdrogué, ça affectait son système Wow. nerveux central. C'est Mais déjà en épouvantable. réduisant... Mais épouvantable, vous dites? Puis quand il est arrivé là-bas, ils avaient déjà commencé à réduire les drogues. Ouais, bon. Et après une journée là-bas, ils avaient déjà commencé un peu à réduire les drogues. Il n'y avait Paralysie du aucune diacre. paralysie du diaphragme. Il allait déjà beaucoup mieux. C'est comme si l'enfant le savait, hein? Mais tu sais, déjà moins de médication. Mais il est resté aux soins intensifs 3 semaines parce que même pour l'hôpital, le plus gros problème d'Arthur, ça a été de gérer les médicaments. Même l'hôpital s'arrachait les cheveux. Il y avait 3 pharmaciens pour Ah ouais? gérer 14 médicaments. On n'a jamais vu ça, là. Puis il faut enlever les drogues sans causer un infarctus. Ah ouais, parce que là, tu peux pas couper comme ça du jour au On a lendemain. sorti Arthur de l'hôpital après 5 semaines, principalement à cause de la gestion des drogues. C'était trop pour nous aussi. Imaginez-vous comme Aïe, parents de aïe. gérer ça. Fait qu'on l'a passé de 14 à 8 drogues. Puis Ah 8 ouais, il a drogues, on fallu l'a sorti. sevrer ton Sevré, enfant. vous dites, ça a été horrible. Aïe, aïe. Vomissements, Comme haute un pression. addict à l'héroïne là, qui se fait une cure de désintox. Pire, parce qu'il y en avait 14. C'est épouvantable. Ah, mais la colère que vous avez dû Et vivre. en plus, on leur avait dit de faire une trachéotomie, Hein? ce qui est un trou. On leur avait dit de Ouais. passer une caméra à Montréal pour voir l'état de son cartilage. Ouais. Puis ils ne voulaient pas. Ah ben, écoute. Puis on va faire un petit trou, ils ne voulaient pas. Mais avec le petit trou, il respire parfaitement, l'enfant. Vous l'avez Parce fait la que ça- trachéotomie, Ben finalement, oui, ils l'ont fait en Louisiane. Ben oui. Puis il respirait parfaitement. Le premier jour après sa noyade, il respirait. Mhm. Ils ont... Je sais pas quoi vous dire. C'est une succession En fait, il y a quelque chose qui me incroyable frappe à écouter le récit que tu me donnes, c'est que autant que tu as été chanceux dans la position dans laquelle tu étais parce que tu avais, comme tu dis, la guerre, tu pouvais la mener. Mais ce qui est Ouais. complètement incroyable, c'est que c'est une guerre que tu as dû mener pour sauver. Et pas une guerre contre les facteurs hors de contrôle du fait que ton fils s'est noyé, une guerre contre le système de santé qui n'a pas voulu faire ce qu'il fallait pour sauver ton enfant. C'est ce que ça donne comme impression. Ils n'ont pas ils ont pas exactement, vous avez raison. Puis même les médecins américains leur disaient noyade égale hyperbare. Noyade égale hyperbare. Il n'y a pas d'autre chose qui marche. Noyade, chambre hyperbare. C'est quoi les fameuses chambres hyperbares? Ouais. Fait que là, juste pour vous dire Ouais. aussi qu'on avait demandé au ministre, à l'hôpital, envoyez-le à nos chambres hyperbares à Sacré-Cœur. On en a. En plus, OK. Moi, je suis obligé de... J'avais 2 millions de côté pour ma retraite. J'avais acheté un appartement à chacun des enfants. Un petit appartement, c'est tout ce que j'avais. Puis je travaillais comme un fou toute ma vie. Puis là, je suis obligé de tout vendre, le fonds de pension de mes enfants ou le nôtre. Puis, alors qu'on a toute la technologie au Québec, alors que les Américains leur disent quoi faire, que je paye l'équipe de médecins américains, puis ils refusaient tout. Puis on va payer vos frais au pire. Ils refusaient. Puis j'ai appelé le ministre de la Santé, il m'a jamais rappelé. J'ai appelé des sous-ministres, ils m'ont jamais rappelé. C'est Wow. incroyable. Au C'est quoi, fédéral. au Québec? Au Québec, Au OK. Québec, pour OK. qu'ils nous donnent accès à Sacré-Cœur. Puis aux chambres hyperbares, on dit au pire, on va aller à Lévis. Même pas. Il y a des chambres hyperbares à Lévis aussi. Ouais, à Donc, c'est les l'hôpital. deux places en Oui, ce moment où on a... gouvernemental. OK, parce que sinon, c'est au privé. J'imagine qu'il y en a aussi au privé au Québec. Privé, pour privé, ils ne voulaient pas nous accueillir parce que les machines qu'ils ont privées ici sont trop petites. On ne peut pas OK. rentrer avec des équipements de Ah, respiration. ben ouais, OK, je comprends. Alors, écoutez, c'est une succession de rien, de refus de tout. Pas de trachéo, pas de montée d'oxygène, pas de réduction des médicaments, rien. Tout ce qu'on demandait, ils refusaient. Je porte présentement au poignet le bracelet de performance CM2, un produit auquel je me suis affiliée cette année et que j'affectionne particulièrement pour les résultats concrets que j'observe et que j'observe aussi dans votre vie parce que vous me partagez vos témoignages. C'est un champ électromagnétique pulsé qui permet de lutter contre les douleurs chroniques, aider à se remettre quand vous faites un entraînement difficile, qui permet finalement une meilleure oxygénation du sang, meilleure élimination des toxines, donc qui me soutient beaucoup dans mon énergie. Et là, j'ai pensé vous parler d'une combinaison gagnante parce que j'ai fait un sondage auprès de ma communauté et ceux qui ont acheté le bracelet voulaient vraiment moins de douleur et moins de stress, un meilleur sommeil. Et ça travaille merveilleusement bien avec le noni. Connaissez-vous le noni? C'est un super aliment, le noni de Tahiti. Et il y a plein d'études qui ont été faites. Je vous invite à faire vos recherches. Ne prenez pas ma parole pour la simple vérité. Vous pouvez vraiment aller vérifier. C'est un produit, en fait, un super aliment qui lutte contre le stress oxydatif. C'est un antioxydant puissant et ça travaille magnifiquement bien avec le bracelet de performance. Il est présentement en combo dans ma boutique. Bracelet Noni à 15% de rabais. Puis pendant ce temps-là, son activité cérébrale a dit quoi? Bien, quand t'es gelé, t'es gelé. Oui, c'est Puis ça. la problématique, c'est que dans la conception,
Dans la conception académique des médecins, puis je vous le dis tout de suite, je suis prêt à aller devant la cour pour le prouver qu'ils sont complètement débiles sur cet aspect-là. Quand un enfant se noie, le cerveau enfle. Okay? Puis la contraction du cerveau, à cause de la pression, fait que quand la pression diminue, que ton cerveau est plus petit. Mais c'est pas parce que ton cerveau a été comprimé qu'il n'y a pas d'activité neurologique. Et oui, ça a un impact sur ton activité neurologique, mais ça peut être un impact à court terme, à moyen terme, à long terme, on ne le sait pas. Mhm. Mais eux, ils assument que dès que ton cerveau est plus petit, parce que quand la pression intracrânienne diminue, donc ton cerveau, c'est comme une éponge, elle a été écrasée, elle reste petite, elle ne se trouve pas tout de suite. Eux, ils assument qu'il n'y aura plus d'activité cérébrale, que c'est fini, que les dés sont pipés. Première erreur de notre système académique québécois. Moi, j'ai la version de ChatGPT des hôpitaux qui compile des données internationales. Déjà, ça, ils disent c'est faux. C'est pas parce que tu comprimes le cerveau que à long terme, il va être magané, il va se décompresser, puis le cerveau va se régénérer quand tu es jeune. Donc, l'avantage de la chambre hyperbare, quand ton cerveau, quand il y a trop de pression intracrânienne, tu l'amènes dans la chambre hyperbare, ça enlève tout de suite la pression intracrânienne. Donc, ça enlève la pression sur le cerveau et les dommages sur le cerveau. Tout le monde sait ça, sauf au Québec. Deuxième constat qu'on dit au Québec, c'est que l'équipe de l'hôpital Montreal Children dit, qui est complètement faux et prouvable, c'est que un cerveau d'un enfant qui est endommagé suite à une noyade ou à n'importe quoi d'autre, ça peut être un ACV, manque d'oxygène, des coups que le père alcoolique a frappé l'enfant, le cerveau ne se réparera pas. Mais c'est faux. L'hôpital pour enfants en Louisiane a plein de cas où des enfants noyés ou frappés ou qui ont eu un ACV, un infarctus, le cerveau se répare au fil du temps. Ils ont des images des IRM, des imageries nucléaires du cerveau avant, pendant et après, où on voit le rétablissement partiel du cerveau, l'amélioration. À Montréal, ils disent le cerveau ne peut pas s'améliorer. Deuxième mensonge, qu'on enseigne ça à nos médecins aujourd'hui, dans les facultés de médecine, c'est un tissu de mensonge. C'est ça l'unanimité en ce moment ici. Ben, c'est l'unanimité. C'est comme si notre système académique est empreint de négativisme. Et si tu ajoutes à ça le fardeau qu'un patient devient pour l'hôpital Héloïse, c'est que tu deviens comme une dépense. Au Québec, tu es vu comme une dépense. Aux États-Unis, tu es vu comme une source de revenus. Toute l'approche est différente. Aux États-Unis, ils veulent se battre pour que ça fonctionne. Quatrième élément que j'ai vu aux États-Unis différent, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas une aversion envers les vitamines, il n'y a pas ou les nutriments qui aident à réparer le cerveau. Il y en a plusieurs qui sont établis, reconnus par le gouvernement américain. Puis au Québec, au Canada... Comme la vitamine C ou la... T'es un uluberlu. Je vais en nommer 5 qui sont reconnus par le gouvernement américain. Oméga 3, vitamine C, spiruline, créatine et lion's mane, crinière de lion, qui est une sorte de champignon magique. Plein d'études universitaires démontrent que les champignons psychotropes rétablissent la connexion neuronale et créent des neurones. Donc, 5 choses qui sont reconnues par des médecins américains qui, ici, aucune reconnaissance. C'est comme si on leur parlait de n'importe quoi, qu'on était des uluberlus, alors que les neurologues américains le savaient là-bas. Comme si notre formation académique... date d'une autre époque. Oui, ou refuse systématiquement d'intégrer ce qui est non pharmaceutique, comme par hasard. Tu touches quand même un gros bobo en disant ça, parce que là, on rentre dans tout le problème des conflits d'intérêts ou du pouvoir ou du super pouvoir de Big Pharma dans notre pays. Vous avez parfaitement raison, puis je pense qu'on a juste à regarder c'est qui les 3 groupes de lobbyistes, ces 3 groupes du secteur privé qui donnent le plus d'argent aux politiciens à Ottawa, pharmaceutiques, banques et assurances. Comme par hasard, ben, c'est eux qui font la pluie puis le beau temps. Oui. Et en tout cas, ils ont fait la pluie et le beau temps pour votre famille. Et ils l'ont fait pour d'autres. Ouais. Et on a vu plein de parents abdiquer, baisser les bras là-bas. C'est ça. Et puis la bonne chose à faire, c'est de donner les organes. Hein? C'est vraiment la bonne chose à faire. Ils nous répètent ça. Oui, c'est comme un mantra. Et quand tu regardes des gens de ce département-là, dont le patron, dans des vidéos, tu peux te demander, mon Dieu, c'est-tu devenu comme une seconde nature? Là? C'est comme sa marque de commerce.
Moi, je trouve qu'il manque d'impartialité, qu'il y a besoin d'une équipe vraiment de chercheurs, de scientifiques, des gens qui veulent que ça fonctionne dans ce département-là. Il y a plein de problèmes au Québec. Je donne un exemple rapidement. Tu sais, quand tu as un enfant aux soins intensifs, tu veux pas qu'il y ait une infection. Tu veux pas, en plus de devoir administrer plein d'antibiotiques. Donc, on surveille le mucus des poumons, le mucus nasal. Bien, ça prenait, ils ont tellement coupé avec le gouvernement du Québec de François Legault, 1,3, 1,4 milliards, en disant que ça ne fera pas aucun dommage au système de santé. Écoutez, en Louisiane, en 60 minutes, maximum 120, on a les réponses là, d'un curetage. Est-ce qu'il y a une infection ou pas? Tu sais, Alors dans le ça, mucus, on n'aurait pas pu le savoir ici? une journée à 2. OK. Et ta personne, tu es entre la vie et la mort. Ouais, Tu as chaque besoin minute de le compte. savoir. Ben oui, puis tu dois prévenir. Donc, quand ils ne savent pas, ils t'assènent d'antibiotiques, mais ça fatigue le système. Ouais, c'est pas mieux non plus, là, les antibiotiques, c'est épouvantable, en fait. Et ce que les gens ne savent pas, c'est quand tu es en fin de vie, par exemple, aux soins palliatifs avec le cancer, ils ont 2 manières de te faire passer plus rapidement, là, de faire arrêter ton cœur, soit qu'on te surdrogue ou soit qu'on te bourre, on te surdrogue d'antibiotiques. Ton cœur va arrêter d'une manière ou d'une autre. Fait que quand ils veulent pas que les gens, parce que les gens maintenant sont pas dupes, ils surveillent les drogues comme mais ils surveillent pas les antibiotiques. Fait que quand ils veulent qu'un patient qui a le cancer parte, puis ils voient que les patients surveillent la drogue, ben ils font juste monter les antibiotiques. Puis ça, tu dis pas ça à travers ton chapeau. Ma mère est décédée du cancer. Donc, Puis, tu as vu ça. je connais ça, là, je suis pas... On surveillait tout, ils me l'ont expliqué, les employés, comment ça marchait. OK, c'est pas... ils s'en cachent pas. Ils s'en cachent pas. OK. Bon, au moins, il y a un peu de transparence. Ouais. Donc là, OK, juste pour comprendre le cachent parcours... Ils en font pas la promotion non plus. Non, c'est pas dans la première page du Faut Journal de Montréal non plus, mais si tu en parles avec eux, ça a été nommé. Donc là, ton fils est sorti. Quand il est sorti de l'hôpital, si on lui a donné son congé, c'était quoi sa situation à ce moment-là? Encore vraiment drogué. Écoute, il restait 8 drogues, dont 6 qui affectaient son... Il était gelé, le bébé, là, pauvre petit. Mais là, à la maison, vous deviez gérer ça. Oui, on devait gérer ça. On avait loué une maison en Louisiane, puis il fallait gérer ça. Ma femme gérait ça. À New Orleans, oui, exact. C'est quand même pas désagréable d'être pogné à New Orleans. C'est pas désagréable, mais tu sais, quand t'es pogné à côté du lit à journée longue, à surveiller ton enfant. Non, mais j'adore ça. C'est tellement une belle place. C'est une super belle ville, on mange très, très bien. Ouais. Mais le climat était le fun, mais quand on était là, on a eu une explosion de bombes, assassinat, une voiture qui est rentrée dans les gens. Ah, vous étiez là pendant Noël l'année passée. Puis on était proche de cet endroit-là, fait qu'il y avait des gens des services secrets sur notre rue. Ah, super, il y avait aussi la plus grande tempête de neige qui est arrivée depuis 100 ans. On a tout vécu, et Arthur était là. Ah, ben écoute, il y a comme quelque chose dans l'univers. On dirait dans l'air, puis en même temps, on a fait plein d'entrevues dans les médias américains, donc ça a été bien. Donc les médias américains se sont intéressés à on a des millions de vues aux États-Unis sur notre histoire. Donc Arthur, c'était comme une star dans l'hôpital. Tout le monde le connaissait parce qu'il passait aux nouvelles, passait partout dans les émissions Internet. Comment ils ont su? C'est-tu toi qui as fait sonner un petit peu l'alarme? Arthur, c'est une star à l'hôpital. Tout le monde le connaît parce que c'est le patient le plus connu. C'est toi qui as appelé des médias là-bas pour parler de mon histoire. Ça a commencé, je pense, je sais pas comment ça a commencé, mais j'ai eu une ribambelle d'entrevues, puis plein aux États-Unis, à Washington, au Texas, partout, là, en Louisiane. Fait de boule de neige. Arthur rentre dans l'hôpital, tu sais, il est à l'hôpital, tout le monde savait qui on était, puis Arthur, même, à un moment donné, quand on commençait à le sortir, j'allais me promener avec un petit chariot, même si c'était quand même pas mal gelé, mais il regardait, on se promenait dans l'hôpital, les médecins, « Hello, 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 Arthur », puis c'est vraiment une star, Arthur, en Louisiane, à l'hôpital, il est très, très, très connu. Arthur, donc, respire par lui-même. Oui, il respire par lui-même, on fait des farces, il rit, il se souvient de ses souvenirs du passé. Il écoute, si on met tête à claque, il tourne sa tête, il écoute, il rit aux blagues, il reconnaît les voix, il réagit. On le met debout, capable de se tenir, mais il faut le tenir, il n'y a pas son équilibre. 11 mois couché, tes muscles sont atrophiés. Il fait 5 fois par semaine la physio pour rebâtir les muscles, sa flexibilité. Peux-tu nous parler quand même un peu des chambres hyperbares? Parce que c'est quelque chose que tu fais énormément avec lui. Je pense que c'est le traitement de base pour essayer C'est le traitement de base, puis on a un autre traitement, puis on a développé un protocole aussi de nutriments.
Donc, chambre hyperbare, il a fait 2 mois ou 3 mois ou 2 mois et demi avec le prof de médecine en hyperbare, Paul G. Harsh, en Louisiane, À tous les jours? à tous les jours. Sauf samedi, dimanche. Quand même. Mélissa C'est allait des dans la traitements de machine avec combien de lui, temps? des traitements d'1 heure à 100% d'oxygène. Puis il faut moduler la pression atmosphérique parce que il n'y a pas de recette parfaite. Et maintenant, après, il a fait peut-être 120 traitements avec nous dans des chambres hyperbares à 1,3 atmosphères, air ambiant, donc à 21% d'oxygène. À OK. tous les jours, il fait 1 heure et demie ou 2 heures. On a Ça fait quoi Ça concrètement sur le corps? rétablit les problèmes neurologiques. En fait, ça revascularise les sections endommagées du cerveau. Ça recrée la connectivité de vaisseaux sanguins. Est-ce que ça peut le faire ailleurs que sur le cerveau? Est-ce que ça peut Ça le peut le faire faire sur le ailleurs. cœur ou Oui, quelqu'un qui a des problèmes oui. cardiaques? À 1,3 atmosphères, c'est principalement neurologique et ça repart la production de cellules souches ou ça la stimule OK. 3,5 fois plus. Ça veut dire que si tu en produis beaucoup, comme lui à son âge, en produit encore plus. Donc, les cellules souches sont les cellules qui viennent réparer ou qui viennent construire le corps d'un enfant qui grandit, qui croît. Mais dans ce cas-ci, ça vient réparer aussi. Donc, Arthur, malgré que c'est l'enfant, je pense, sur la planète qui a eu la pire noyade des 10 dernières années, c'est un de ceux qui se rétablit le plus rapidement de tous les enfants qui ont eu une dure noyade. Tellement que les hôpitaux concurrents, pas concurrents, mais qui ont des enfants qui sont noyés beaucoup moins longtemps qu'Arthur, qui ont perdu, mettons, pas de rythme cardiaque pendant 5, 10, 15 minutes, pas 72 minutes plus 15, 20 minutes, vont moins bien qu'Arthur. Et Arthur est vraiment en pente, en hausse de croissance rapide. On peut calculer aujourd'hui avec des IRM, les appareils d'imagerie médicale nucléaire, il y a des versions à 3 Tesla. Tesla, c'est l'unité de mesure de puissance. Normalement, les hôpitaux ont 1,5 Tesla, les meilleurs ont 3. Fait qu'à 3 Tesla, on peut calculer le nombre de neurones dans le cerveau, on les voit. Wow. On peut calculer la rapidité neuronale de l'activité neurologique au cerveau, on peut la calculer. Fait que la dernière fois qu'on a fait le calcul, il y avait une moyenne de 21% de hausse aux 90 jours. C'est fou. Arthur aussi a eu droit à des passe-droits qui nous ont coûté de l'argent, mais on a poussé tous nos contacts et il y a une compagnie au monde qui fait l'impossible. C'est la médecine 10 ans en avance. On nous apprend dans vos cours de biologie, moi je m'en souviens au secondaire, que quand on coupe un nerf dans la colonne vertébrale, il n'y a plus rien à faire. Et ils pensent encore ça à l'Université de Montréal aujourd'hui. Pourtant, la technologie, elle est disponible et les IRM le prouvent. En anglais, on dit MRI. Fait qu'on peut reconnecter la colonne vertébrale de quelqu'un qui est paraplégique aujourd'hui. Ça prend de 6 mois à 1 an. Ouais. Si votre cerveau a été endommagé, je peux ajouter des neurones dans votre cerveau. De 6 à 8 mois, je peux reconnecter votre cerveau. On les ajoute ou ils se refont naturellement à cause de traitements comme la chambre hyperbare où les cellules souches se remettent à se produire? Encore plus que ça, grâce à ce que vous dites, oui, mais on a une machine qui s'appelle le Cytotron, Cytotron. Une compagnie de Washington qui est dirigée par des gens, je pense, très proches des agences de sécurité nationale, ont développé, ça s'appelle Neurocytonix, c'est public, Neurocytonix. Arthur, c'est le seul enfant sur la planète, la seule personne qui a eu 3 traitements de Neurocytonix en moins de 7 mois. C'est la seule personne, la seule autre, c'est une autre personne sur toute la planète qui a réussi à avoir 3 traitements en 3 ans. C'est pour vous dire le niveau de... Arthur a 25 millions de vues. Tout le monde le veut. Tout le monde se l'arrache. Et cet appareil... Ils vous ont approché? On les a approchés, Okay, ils ont regardé l'histoire d'Arthur, ils ont vu les millions de vues, ils ont vu le profil, ils ont dit « Wow! » On y va. On y va, puis si ça marche, écoute, ça nous propulse. Ouais, c'est ça, c'est une opportunité pour eux aussi. Mais on l'a payé, tu sais, c'est comme 150 000 Canadiens, mais... Par traitement? Non, 50 000 US par traitement, mais le troisième, on a eu un petit rabais, le deuxième, un petit rabais. Ils sont fins. Ils sont fins, quand même. Oui, ils essayent. Non, mais ils sont fins parce qu'il y a une liste d'attente énorme. Ouais. Mais tout ça pour dire comment ça fonctionne. Alors, la scientifique en vous. Si mettons qu'on veut dupliquer, répliquer, repartir la production de neurones, l'accélérer. On prend un neurone, on prend une petite ponction, on calcule la masse de votre cellule neuronale, à combien de kilojoules elle peut produire ou supporter avant qu'elle n'éclate.
à quelle fréquence qu'on envoie dans la cellule en fonction du nombre de kilojoules de sa masse qu'elle recommence à se reproduire et quelle puissance de la fréquence, parce qu'on ne peut pas envoyer trop de fréquence parce que tu peux endommager l'enfant, en fonction de son poids, son âge, jusqu'à quelle puissance on peut lui envoyer pour repartir les neurones. Donc, c'est un équilibre délicat entre trop de puissance puis endommager l'enfant et on peut repartir la production de neurones. Wow. En calculant à quelle fréquence radio, à peu près, la cellule vibre et se reproduit. Donc, l'enjeu en ce moment pour Arthur, c'est vraiment d'être capable de reconnecter les neurones dans le cerveau qui ont été endommagés. On en crée des nouveaux. Uh-huh. Il y en a qui ont été endommagés. Ça fait que ce qu'on fait, on bypasse le système en créant de nouveaux neurones dans son cerveau. Et en recapillarisant des sections endommagées du cerveau avec les chambres hyperbares et en production de cellules souches. On a aussi un protocole nutritionnel où les 5 éléments que je vous ai dit qui, prouvés par le gouvernement américain, stoppent l'Alzheimer, Parkinson, démence ou ralentissent et réparent le cerveau, aident à réparer le cerveau. Je dois faire attention à ce que je dis, mais c'est prouvé sur le site du gouvernement américain. C'est juste pas prouvé encore au Canada. Oui, mais... C'est pas rendu jusqu'ici. Non, c'est pas rendu, mais j'essaie de le faire. Fait qu'on fait ça. Il y a aussi un prof de génétique très, très connu qui s'associe avec nous. Je ne veux pas le dire parce qu'il devient une cible si je le nomme avant l'intervention d'Arthur. Puis on peut ils vont essayer de le bloquer. Il y a une intervention à venir. Oui, très, très avancée, la plus avancée au monde. Okay. C'est un monsieur aussi protégé par le gouvernement américain. Donc, on peut reprogrammer des neurones endommagés. On peut aussi... je peux pas tout expliquer. On peut aussi... j'ai la recette sur mon téléphone. Je peux pas tout dire parce qu'ils vont savoir c'est qui la personne. Mais je veux dire, ça fonctionne. Ben, en tout cas, visiblement, il y a des résultats. Donc, ça fonctionne. C'est des résultats incroyables. La personne est capable de renverser 80% des cancers. Il le fait pour des familles royales et tout, des gens très haut placés, puis on essaie de démocratiser ça. C'est la voie de l'avenir. Les 5 à 10 prochaines années, je vous dirais en médecine, on va faire des pas de géants. Encore faut-il les embrasser, ces pas de géants-là, puis faut-il avoir une volonté de guérir. C'est ça, tantôt, tu faisais le parallèle qu'aux États-Unis, un patient est traité comme une source de revenus, puis ici, c'est traité comme une perte de revenus ou une dépense. C'est ce qui fait qu'on a un système qui est moribond, puis c'est plus un système de santé, c'est un système qui finalement... Mon père a vécu quelque chose de jamais aussi épouvantable que ce que vous avez vécu, votre famille, mais quelque chose... Il est allé, il faisait un AVC, il avait un rendez-vous avec son cardiologue, il a rencontré son cardiologue le lundi matin pendant qu'il faisait son AVC, donc il parlait pas bien. Il a dit à son cardiologue comment il se sentait, il disait qu'il était plus capable d'écrire, plus capable de tenir son crayon. Puis le cardiologue lui a dit « c'est pas de mon département, c'est de la neurologie, retournez chez vous, on va vous rappeler pour vous donner un rendez-vous. » Mon père m'a appelé, il faisait un AVC. J'ai dit, papa, tu es en train de faire un AVC, retourne immédiatement à l'hôpital, voyons. Puis effectivement, mon père a fait un AVC. Puis je me suis dit, ce qui m'a choquée là-dedans, puis ce qui a fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi à ma vidéo quand je l'ai faite, c'est que on est tellement nombreux, mais la quantité de témoignages, puis je sais que tu dois recevoir plein de gens qui vivent des situations où, tu sais, puis c'était vraiment pire parce que finalement, il y a des gens qui sont morts à cause de cette incompétence-là. J'avais plein de témoignages de gens qui me disaient, mais moi, mon mari en est décédé, on l'a retourné chez eux, mais il est mort à la maison, il a fait une crise cardiaque. Puis il y avait plein de témoignages de gens, finalement, que ça avait mené à la mort. Puis je me dis, qu'est-ce que ça va prendre pour que ça change au Québec? Des gens comme vous, des gens comme moi. Et c'est pour ça que je suis sorti, parce qu'on a vu des choses qu'on ne devait pas voir. Ça nous est arrivé à nous. Il me semble qu'on n'est pas la victime idéale. Il me semble, moi, j'étais à l'hôpital, puis tu as moi dans le dossier, puis tu fais Google, puis tu vois les photos là, avec les gens avec qui je suis. Avec le Mossad. Oui, avec le Mossad, des familles royales, des premiers ministres de plein de pays. Il me semble que tu te forces un peu. Oui, mais non, pas tant. Non, pas du tout. Au contraire, là, ils s'en n'ont peut-être pas pris le temps de googler, par exemple. Un des trucs... Non, je pense que... Ils ont fini par prendre le temps. Ce que je voulais vous dire, c'est que je pense qu'on a un grave problème, même au niveau structurel au Québec. Le Collège des médecins, les hôpitaux, on crée des médecins qui sont spécialistes uniquement d'un petit carré de sable. Tandis que les meilleurs médecins que je connais sont capables de jumeler 2, 3, 4 spécialités en même temps. De vouloir trop compartimenter la médecine, comme c'est arrivé avec votre père, c'en est devenu ridicule. Ouais. C'est pas mon domaine, je m'en occupe pas. Hey, c'est la vie de quelqu'un. Ouais, elle vaut combien la vie de quelqu'un? Là, en principe, tu es supposé vouloir sauver des vies. Là. Cette compartimentalisation des fonctions médicales tue les médecins, tue la médecine en partant. Pourquoi autant de tue les gens? Pourquoi autant de spécialisation?
pourquoi pas? Mais il y a des spécialisations aussi aux États-Unis, excuse-moi de t'interrompre, mais ils sont quand même hyper spécialisés aux États-Unis aussi. Tout à fait d'accord. Sauf qu'aux États-Unis, quand tu es dans un milieu hospitalier, tu as un client, puis c'est n'importe quoi. Tout le Ils monde déroulent est le tapis axé rouge, sur là. la survie parce que tu as une source de revenus aussi. Ouais. Ils veulent pas que tu crèves. Ouais. Mais au Québec, tu as une crise de dépenses. Excusez-moi de sacrer, c'est la seule fois que je vais le faire dans votre émission. Tu as une maudite dépense au Québec. Fait que c'est pas du tout la même approche. Aux États-Unis, ils vont faire tout ce qu'il faut pour que vous surviviez. C'est pas du tout la même approche. Ça laisse croire que là où ça devient rentable pour le Québec, c'est quand il y a un don d'organes. C'est ce que ça donne un peu l'impression dans Il y a même dans des l'histoire études qui d'Arthur. vont qui parlaient hier, je lisais ça avant votre émission, comme par hasard, sur l'impact de l'aide à mourir. Il disait que sur les 10 prochaines années, le gouvernement allait sauver des milliards de dollars. Pas juste au Québec, mais partout au Canada, en aide à mourir, en soins qu'ils n'auront pas à donner, en soins de fin de vie. Tu sais, quand on offre l'aide à mourir, OK, avec c'est une l'aide à manière mourir, d'arrondir ils vont sauver de l'argent. des milliards. Ben, Le coudonc, c'est calcul rentable. faisait que je pense que c'était 14 prochaines années, toutes les provinces canadiennes confondues, ils disaient 1 trillion. Donc, C'est inquiétant plus de que 1000 penser comme ça. milliards. Je le pense pas, c'était une Non, mais analyse c'est ça. universitaire Imagine d'un qu'on soit rendu là. département d'administration publique. Pas moi, là. Non, mais c'est ça. Non, Mais j'ai on en bien est rendu compris. là. On en Ouais. est rendu là. C'est ça qui est triste. C'est comme si là, c'est rendu la marchandisation de la mort, de se dire, ah ben garde, à la place d'y faire 3 pontages, ça coûte cher un pontage, garde, anyway, il va t'offrir juste 2 ans de plus. C'est plus simple de le sortir de notre système au complet. Vous avez raison. Puis la surmédication, c'est un grave problème. Il y a une dame qui est venue chez moi hier, elle avait de la misère, c'était comme pas bien. Puis là, j'ai dit, madame, est-ce que vous pouvez me sortir votre posologie? Parce que j'ai des amis médecins aussi qui, derrière, au Québec, qui veulent aider. Et on a sorti sa posologie, je l'ai envoyé à des médecins, puis je l'ai mis dans le chat GPT, j'ai la même version que les hôpitaux américains, puis ça disait alerte, 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 danger de revoir sa médication On s'entend surmédicamentée que envoyée au ChatGPT médecin. n'est pas infaillible. Là. L'intelligence Au niveau, artificielle fait au beaucoup niveau d'erreurs. hospitalier, elle est vraiment infaillible, je pense. Ah ouais, moi, je veux dire, Pas je fais infaillible, mais- ils me font des erreurs Ouais. régulièrement à ChatGPT. Peut-être qu'il faut payer la version la plus chère, mais Peut-être. Mais quand tu télécharges le poids, l'âge, le dossier médical, la dame, elle prenait comme 18 médicaments. C'était beaucoup trop. Elle disait le risque énorme d'hémorragie, de ci, de ça, envoyez-la tout de suite à l'hôpital pour vérification avec des spécialistes. Aïe, aïe. Puis elle m'a dit que chaque médecin prescrivait ses spécialistes différentes choses, puis il y en a qui ne tenaient pas compte de ce que les autres Ah. disaient, fait qu'elle recevait en double ou en triple des doses. Mais voyons donc. Ouais, Puis le pharmacien, alarme, lui, mon approuve chat ça GPT, après. c'est comme alarme, 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 en Mais je peux pas voilà. croire, il y a un pharmacien qui passe son dossier après. C'est ça que je comprends pas, moi non plus. C'est pour ça qu'on va lui trouver un nouveau pharmacien. Mais tu sais, il y a comme là aussi un conflit d'intérêts. Pourquoi? C'est quoi le conflit? Mais quand tu es propriétaire d'une pharmacie, est-ce que tu veux vendre moins de médicaments ou en vendre plus? Hey, on est mal pris quand même. Mais aux États-Unis aussi, c'est ça. Mais on s'entend, il y a Make America Healthy Again, puis il y a quand même... Il y Aux a un... États-Unis, c'est ça, sauf que les hôpitaux veulent pas que tu crèves. T'es pas payant si tu crèves. OK, c'est plus le rapport à la mort qui est différent, mais on a quand même le même rapport à vouloir... C'est il le y a quand rapport à même beaucoup de l'argent qui est vaccins. différent, dans le fond, au bout de la ligne. Ouais, c'est toujours l'argent. Combien d'argent tu donnes à l'hôpital quand tu es mort? T'en donnes pas beaucoup. Ouais. Quand tu es vivant. Fait qu'il y a une volonté là-bas vraiment énorme de survie. Mais De juste sauver. l'approche, tu vois, c'est tellement plus positif. Mhm. Ils ont été optimistes dès le départ, d'ailleurs, dès que tu Ils les ont as dit, regarde, on a contactés. plein de dossiers, puis il y a des cas bien pires que vous, là. Là, en ce moment, Arthur est au Mexique. Ouais. Pourquoi on est rendu au Mexique? On est au Mexique parce qu'on est à côté de l'hôpital, à côté d'une clinique neurologique extrêmement avancée, Neurocitonics, parce qu'on est dans un complexe hyper sécurisé où il y a 53 employés du consulat américain qui habitent, parce qu'on a accès aux meilleurs médecins, parce que plein de médecins québécois, américains qui ont quitté les États-Unis ou le Canada pour avoir plus de liberté médicale, qui peuvent... Donc, il y a des qui faire Québécois? Oui. Ah, Même une Québécoise médecin, sans la nommer, qui travaille pour les services secrets américains, pour les Nations unies, qui a sa propre clinique au Mexique, qui a elle-même révoqué son permis de médecin au Québec parce qu'elle trouvait que c'était bien trop contraignant, aïe, qu'elle ne aïe. pouvait pas pratiquer de médecine au Québec. Elle a mis son permis médical en France parce que son père est français. Son père est québécois, sa mère est française, donc elle a la double citoyenneté. Elle a mis son permis aux Nations unies, en France, en Espagne et au Mexique. Mais elle n'a a pas ouvert sa d'intérêt de clinique travailler là-bas. au Québec. Elle veut plus jamais revenir au C'est Québec. comme finalement travailler avec des menottes. Tu as les mains liées, tu peux Oui, pas... on parlait tantôt d'un petit carré de sable. Là. Ouais.
Elle Pas fait tout là-bas. d'intérêt. Elle fait de l'hormonothérapie, hyperbare. Elle pousse la limite dans des retranchements. Elle fait des exosomes, des cellules souches. On est Toutes des choses qui vraiment... sont farfelues pour nous Tout ce encore qui ici. fonctionne n'est pas permis au Canada ouvertement. En Chine, il y a 60 à 100 applications médicales pour l'hyperbare. Au Canada, 14. Au Québec, 14. Attends. Au Québec, 14 et au Canada, 14. Oui, c'est Santé Canada. Sont toutes ici, finalement, les chambres hyperbares? Sont toutes au Québec? On les produit, il y a juste 14 applications médicales. On reconnaît l'hyperbare juste pour 14 conditions médicales. OK. Tandis qu'en Chine, 60 à 100 conditions médicales. C'est fou. OK, On je est comprends ce que tellement en c'est. retard sur la Chine. Ici, les cellules exosomes, on n'a pas le droit. Santé Canada refuse. Les cellules souches, on n'a pas le droit, à moins de 2 ou 3 exceptions, c'est refusé. Pourquoi? Parce que ça marche, ça fonctionne. Pourquoi Tu les penses que chambres c'est ça la hyperbares? raison? Ben, c'est sûr Mais que il c'est dirait ça. jamais ouvertement que c'est ça. C'est 100% la raison. Il n'y a aucune autre raison inimaginable ni explicable que c'est parce que ça enlève des ventes aux revenus, des revenus au lobby pharmaceutique. Les chambres hyperbares, c'est la plus grande ennemi des painkillers. Comment on appelle ça? Des Les antidouleurs. antidouleurs. C'est clair. Puis en Ça plus, les enlève des antidouleurs, milliards de dollars de c'est revenus au très, Canada. très rentable. Et Dieu sait que c'est addictif, donc on reste pris là-dessus. Ouais, En ce moment, est-ce que Arthur prend encore des drogues? il prend juste 2 médicaments pour son cerveau, pour la motricité, Mais vous l'avez sevré là, il est sevré de toute drogue. cocktail, Ouais, ce qu'il prend, c'est très, très minime. OK. Puis c'est par prudence. OK. Mais ça n'a rien à voir avec son cerveau. OK. Puis c'est quoi l'espoir dans le futur pour Arthur? Moi, je pense qu'Arthur va défier tous les pronostics. Il a déjà dit maman 3 fois. Puis avec tout ce qu'il fait... Il y a 3 ans, là? Oui, il y a 3 ans. J'espère qu'il va parler plus, mais là, il y a une trachéo, ça fait mal, ça pèse sur ses cordes vocales. Il a encore sa trachéo. Il a la trachéo parce qu'il fait tellement de physio. Vous savez, quand on brasse un enfant, puis il a le ventre plein, à moitié plein, il peut vomir, puis on ne voudrait pas le perdre parce qu'on a fait trop de physio, puis il a vomi, puis il s'est étouffé avec son vomi. Ça nous permet de libérer. Ça permet de sauver sa vie parce qu'il fait beaucoup, beaucoup de physiothérapie. Donc, je pense qu'on peut l'enlever, sauf qu'il va falloir ralentir la physio, puis on ne veut pas ralentir sa réhabilitation. Moi, je pense qu'il va, si tout va bien, il va marcher, parler d'ici 24 mois. Ça, c'est peut-être optimiste, mais je pense que oui. Ce qui me fait chier, c'est qu'on a perdu 7 semaines à Montréal. Ils nous ont dit, même aux États-Unis, convaincus, si à 48 heures, il avait eu accès à la chambre hyperbare, il marcherait le petit. C'est quand même crève-cœur. C'est crève-cœur, crève-cœur, mais au moins, il est vivant. Oui, puis si on peut, à cause de lui, aider à changer les mœurs, les coutumes. C'est l'objectif? Mon objectif, c'est d'aider la société le plus possible, de changer, d'améliorer la médecine au Québec, d'amener des technologies au Canada. J'ai déjà parlé à Washington pour Neurostonic, ils sont prêts à venir au Canada. Ils sont prêts à venir au Québec, dans chacune des provinces. C'est privé pour l'instant, Neurostonic, c'est privé, oui, mais il faut quand même les avoir. Là. Tout le monde les veut. Fait qu'ils m'ont donné le OK pour le Canada. Fait qu'il va falloir que les provinces se déniaisent. Je peux amener les meilleurs. J'ai rencontré les 3 plus grands profs de médecine en chambre hyperbare, Keith Von Meter, Paul G. Harsh, puis Pierre Marois. On a un des leaders mondiaux au monde. Pierre Marois, qui a fait les plus grandes recherches à l'Université de Montréal sur les chambres hyperbares. Donc, lui aussi doit se battre pour ses chambres hyperbares. Il se bat depuis 30 ans, sauf que quand on fait des recherches Google, on n'en parle pas. Les compagnies pharmaceutiques engagent des compagnies de marketing pour repousser aux oubliettes, reléguer aux oubliettes les résultats qui ne sont pas pharmaceutiques. Donc, si tu cherches des trucs, c'est poussé à page 18, 28, 32. Pourquoi tu dis qu'il était à page 31 quand finalement ta blonde l'a cherché? C'est parce que toi, ce que tu penses, c'est que c'est fait exprès, ça ne sort pas en numéro 1 dans Google. Pas, je suis certain. 1000%. C'est impossible qu'on soit relégué, ça soit relégué aux oubliettes comme ça. Par hasard. Ouais. Il n'y a pas de hasard. On vit dans un monde mercantile. Et l'argent mène le monde au détriment de notre santé collective. Mais mes abonnés qui me suivent vont peut-être te googler puis trouver une photo de toi avec le gars du Mossad. Ils vont voir en 2016 à New York, j'étais à une rencontre de la CIA du Mossad, une photo avec moi et Ram Ben Barak. Ils vont voir que lundi dernier, j'étais à New York avec Yossi Cohen, ancien boss du Mossad. Veux-tu expliquer pourquoi tu as je l'ai expliqué au début de l'émission. Ma relation, je pense qu'on l'a expliqué off-cam. Ah, peut-être, je vais l'expliquer. Je suis allé en politique par choix. J'ai toujours été fasciné par la compréhension de la société. Qui tire les ficelles?
comment ça fonctionne. Entre la théorie et la pratique. Quand je suis sorti de l'université avec tous mes concepts, mes 6 années d'études, je me suis dit, je comprends tout, j'ai rien à apprendre. Je me suis rendu compte que je savais rien. T'étais humble. Je suis devenu très humble malgré que j'avais la tête enflée. Je me suis rendu compte que, mon Dieu, que je ne sais rien. Là, je me suis dit, mon Dieu, outre les balivernes parfois qu'on nous sert aux nouvelles, des nouvelles romancées, je me dis, je vais essayer de comprendre la société, comment elle fonctionne. Puis si je veux tirer mon épingle du jeu dans la société, il faut que je comprenne qui mène le monde. Et ça m'a été très utile, tu vois, un peu comme prémonitoire, encore une fois, si tu y penses comme il faut. Parce que mon but, ça a toujours été d'être médecin. C'était mon rêve depuis que je suis jeune. Mais je me suis dit, comme médecin, je vais pouvoir aider une centaine de personnes dans ma vie, peut-être 1000 si je suis chanceux. En politique, je vais pouvoir avoir un impact beaucoup plus, au sens macro, beaucoup plus large dans la société. Est-ce que tu as trouvé que c'était ça dans les faits? Je pense que oui, mais je Ouais. pense que maintenant, le mélange des deux, on dirait que ça me ramène à la médecine. Tout ce que je fais maintenant. J'ai des gens qui se joignent à moi dans mon équipe médicale. J'ai une dame, là, on va l'annoncer, une grande infectiologue du Québec qui s'en vient avec nous, Stéphanie Castonguay, qui va être présidente ou vice-présidente du groupe. Dans 2 ans, j'ai Gérald Baptiste, patron de l'oncologie à McGill, qui va devenir président du conseil d'administration. J'ai un grand médecin américain, Patrick Sewell, un grand génie américain qui se joint à nous aussi. Je le rencontre à Londres demain, en Angleterre. Donc, j'ai plein de médecins, puis j'en ai plein d'autres sur ma liste qui se joignent à nous. Des gens qui vont révolutionner le Canada, mais la planète. Qui Et veulent... Dr Michel Bazinet aussi. Donc là, tu es dans un projet en ce moment de partir. Tu parlais tantôt d'une fondation. C'est une fondation? Je n'ouvre pas des fondations, j'ouvre des centres Arthur Des Tétrault centres. partout, C'est quoi ces centres? hyperbares. C'est des centres hyperbares. Oui, OK. basse pression. Il y en a qui vont avoir de la haute pression aussi. Beaucoup de médecins au Québec, la haute pression, c'est très, très bon pour les plaies diabétiques. Souvent au Québec, on coupe les membres, on ampute des jambes, des sections de jambes. Ça coûte super cher au système parce qu'ils ont pas d'autres options. Alors que les médecins savent que l'hyperbare aide les plaies diabétiques, renverse les plaies diabétiques, referme les plaies diabétiques, enlève la nécrose, là, la pourriture, si tu veux, des tissus. Et on n'en a pas. Alors, on sait que ça fonctionne. Donc, je veux mettre ça en place partout au Canada, aux États-Unis, au Mexique, mais aussi au Moyen-Orient. Donc, ma question par rapport à Et tes dans certaines contacts avec... cliniques, on va avoir de la médecine très, très avancée. C'est juste qu'au Québec, c'est très dur de... Ben, ça doit être extrêmement difficile. C'est une mafia, en fait. Rentrer dans la mafia, c'est pas évident. Surtout que tu joues pas avec les armes qu'ils veulent. Non, Mais mais j'en ai d'autres qui n'ont pas. ouais, c'est ça. Ben, justement, c'est en fait ma question par rapport au Polonium Mossad. 210. Quoi? Ouais. Polonium 210, C'est tu quoi? regarderas ça. OK, on va Voilà. le regarder dans Non, moi, je ChatGPT, connais mais la pas ça, version j'ai pas ça. payante, si on veut plus de détails. Mais, ben, écoute, malheureusement, on est serré dans le temps, puis ça doit tirer à sa fin, mais je veux savoir, pour l'instant, t'en es où? C'est quoi ton combat? Puis qu'est-ce que les gens peuvent faire pour te soutenir dans ton combat? Ben, ce que j'aimerais, c'est qu'il m'aide à soutenir financièrement Arthur. J'ai une facture de 170 000 US pour une intervention qui va faire une énorme différence dans sa vie. On a un GoFundMe sur mes pages Facebook. Je pourrais le mettre, le Merci. lien, tu me l'enverras. Merci, tu me disais que tu chargeais 20 À peu près, ouais. C'est T'imagines ça. si je faisais ça, mon Dieu. Tu serais riche, hein? Tu serais Non, bon. ce serait franchement horrible. J'irais brûler en enfer, OK, j'imagine. moi aussi, ben moi aussi, je crois à ça. Vraiment, je crois en Dieu maintenant. Donc, on fait ça. On veut aider aussi Geneviève La Bonté Chartrand avec Ton intestin te parle, l'importance du microbiote et des problèmes neurologiques. On veut secouer la léthargie du Québec. Imaginez-vous donc, j'étais avec des médecins encore vendredi qui me disaient que malgré tout, ils ont dans leur cours, dans leur cursus académique à l'Université de Montréal ou à l'Université Laval ou McGill en médecine ou les autres universités, il n'y a aucun cours de Sur de les nutrition. intestins, le Il n'y a microbiote, c'est incroyable. aucun cours de nutrition. Comme si ça n'avait pas d'importance comme ou si ça d'incidence sur notre n'avait santé. aucun lien avec la santé des gens. C'est fou. Puis ils me disent, les gens nous demandent tout le temps qu'est-ce que je dois manger, puis ils disent, on ne le sait pas, on ne l'a pas appris, il faut qu'on prenne des cours nous-mêmes parce qu'on a l'air des cruches devant les gens. Mais c'est pas normal que ça n'en fasse pas partie. Non. C'est pas normal qu'une technologie vieille de 130 ans comme l'hyperbare, que l'armée sert, que toutes les bases armées militaires ont. Les gens n'ont pas On n'y a accès pas à ça, accès. que les médecins ne savent même pas c'est quoi, qui pensent que c'est une sottise alors que c'est prouvé que ça marche. Tu as la chance d'y aller parce que tu avais les contacts. Moi, ce qui me fait de la peine à t'écouter parler aujourd'hui, c'est de me dire, un parent, moi, j'aurais vécu cette situation-là, puis mon enfant serait probablement décédé aujourd'hui. Non, tu aurais vendu ta maison, tu l'aurais hypothéqué, tu aurais mis 2 Mais hypothèques. j'avais pas les contacts que tu as avec le service
secrets Je comprends. Tu d'Israël. aurais pris un bon avocat. Moi, c'est les services secrets canadiens et américains qui m'ont sorti de l'hôpital, pas israéliens. Mais c'est ça, je veux dire, tu as les contacts. En même temps, Je mon comprends. point Et étant, c'est c'est pour ça que je suis triste. sorti. Puis vous avez raison. Puis c'est pour ça que je suis sorti. Puis je voulais pas. Puis je peux pas te dire, mais même les gens de Sécurité nationale m'ont dit, va parler, Nicolas. Faut Mhm. secouer le Québec. Ouais, Le Québec là, est en déclin, malheureusement, indépendamment de votre parti politique, je m'en fous. ouais. On a une obligation de résultat envers vous, envers vos enfants, puis les générations futures, puis nos parents aussi, qui souvent, on se dit, on veut surtout pas qu'ils aillent à l'hôpital à 75 ans, qu'est-ce qui va y arriver? Peut-être que c'est pas vrai, mais on a tous une peur, 75 ans et plus, 75, c'est pas vieux aujourd'hui, mais Mhm. on a peur que nos parents, comment ils vont être traités à l'hôpital, À est-ce qu'il va être vu 100%. comme une dépense? Donc, on a une obligation de résultat, et moi, je veux changer le système. S'il faut que je retourne en politique au Québec, je vais y aller, mais je ne serai pas numéro 38 sur une liste électorale d'un parti politique où je dois faire semblant de répéter bêtement ce que mon chef dit. Il Ben faut que déjà, le Québec change à tous les niveaux, puis on a besoin de gens comme vous. on a besoin de gens Secouer comme vous. l'immobilisme. Moi, je Moi, suis ça prêt. m'impressionne quelqu'un qui croit encore en la politique. Moi, je suis complètement cynique parce que, je veux dire, il n'y a aucun politicien, je trouve, qui démontre qu'il est vraiment à l'écoute du peuple. On me tirera des tomates si on le veut, mais ça prend des politiciens qui sont là pour une cause profonde comme celle de vouloir sauver la vie de son enfant parce que c'est un moteur qui est noble. Pas pour avoir plus de pouvoir. Parce que c'est la seule et la bonne chose à faire, pas juste pour Oui. nous, mais pour les autres. C'est peut-être une manière aussi de me sortir la tête de l'eau, mais quand tu vois ce qui est arrivé à Arthur, puis tu vois qu'il s'améliore, on le voit, là, les équipes de médecins, d'infirmières, on le voit, là, 22% de hausse neuronale. Ce qu'on fait, ça fonctionne. Mhm. Et on nous disait qu'il n'y avait rien à faire, qu'il ne Mhm. respirait pas par lui-même, il respire, qu'il ne pourrait pas parler, il dit des mots, Mhm. qu'il ne reconnaîtrait rien, qu'il serait un légume dans le lit, ben, on fait des farcieries, il nous suit, on est capable de le mettre debout, il se tient debout. Les médecins m'ont dit vendredi, écoute, il se tient debout, on n'en vient pas. Mhm. Puis on voulait débrancher cet enfant-là. À combien d'autres parents c'est arrivé? Combien d'autres Mhm. familles, leurs parents, leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, leurs cousines, c'est arrivé. Votre père a failli crever parce que vous êtes intervenu. Si vous n'étiez pas intervenu, votre père serait sûrement décédé ou aurait eu de graves problèmes. Plein de gens ont des ACV, puis aujourd'hui sont paralysés dans un lit. Leur cerveau est là en partie, puis ils ne peuvent pas bouger, ils sont prisonniers de leur corps. Mhm. Grâce à vous, votre père est vivant. Grâce à moi, à ma femme, à notre équipe, on a démontré qu'on pouvait faire mieux. Et moi, je pense que si, mettons, le système de santé est bon à 80%, des gens comme vous et moi, on doit monter ça à 100% le plus possible. Mais on doit arrêter ces chicanes de clochers-là entre tous ces ordres professionnels, les syndicats et tout le monde qui brime l'avancée, l'amélioration du Québec et du Canada. Ben, on termine ça sur... je trouve que c'est très, très puissant comme message. Puis pour les gens qui veulent donner, vous pouvez aller dans le lien en commentaire. Puis je pense que les prières fonctionnent. Ça semble avoir fonctionné dans le cas. Énormément. Donc, prier, hein, ça coûte rien. Puis je pense que j'ai une communauté extraordinaire qui a réussi à faire briller le soleil le jour de mon mariage où il y avait 100% de probabilité d'averse. Donc, priez pour Amen. Arthur. Amen.